Donc, propos du cours, Lightroom, on va passer un petit peu dans le vif du sujet, parce qu'on a vu l'importation, le catalogage et tout ça. Je pense que maintenant, vous contrôlez un petit peu ça. Ça fait quand même quelques mois que vous faites de la photo. Ça sera évidemment un petit peu des bases de l'édition. On va passer dans le modèle développement, qui est ici. Mais déjà, vous savez que dans les vignettes, on a évidemment plein d'infos qui peuvent vous aider sur les données techniques de l'appareil, sur plein de petites choses, quel boîtier, quelle focale, des trucs comme ça. On peut évidemment choisir quel genre d'infos on veut afficher. C'est qui ça? Oui, mais c'est bon, mec, j'ai compris. Et il y a déjà des petites options aussi. Vous voyez, par exemple, toutes les photos ne sont pas forcément automatiquement retournées. On peut déjà les retourner à ce niveau aussi. Vous voyez ici, on a une série de 4 images. Parce que Lightroom peut faire évidemment de développement image par image. Mais Lightroom a aussi des options pour éditer des lots d'images directement. Donc il y a principalement 2 types d'édition par lot qu'on peut faire. C'est les lots d'images qu'on appelle HDR pour High Dynamic Range, qui permet en fait de faire par exemple 4 photos avec des expositions différentes. Vous voyez ici, on a un peu plus de détails dans les ombres, un peu plus sombre. On commence à avoir un peu plus de détails dans les tons moyens, un peu plus de détails dans les tons clairs, et là, beaucoup de détails dans les tons clairs. Donc là, c'est ce qu'on appelle un bracketing. Donc c'est 4 images qui sont faites à des expositions différentes. On voit ici, je suis à 200 ISO, un 20e de seconde, un 60e de seconde, un 250e de seconde et un millième de seconde. Mon diaph n'a pas changé pour garder la même profondeur de champ. En général, quand on veut faire un bracketing, donc bracketing, c'est une exposition multiple à différentes valeurs d'exposition. On essaye surtout de changer la vitesse. Si on ne sait pas, on change l'ISO, mais on n'essaie pas de, au minimum possible, changer le diaphragme. Sinon, ça risque de changer la profondeur de champ. Et si on va faire ici justement la petite édition, là, c'est pour vous montrer les possibilités en automatisme. Je sélectionne toutes ces photos-ci, je fais un clic droit. Et ce qui est cool dans Lightroom, c'est qu'on peut faire des empilements pour gagner de la place. Donc je fais un clic droit et on sait qu'ici par exemple il y a 4 images, ces 4 images sont les mêmes et je peux les étendre et les refermer. On peut aussi demander à Lightroom d'empiler automatiquement toutes les photos qui ont été prises dans les mêmes périodes de temps. Donc par exemple quand on fait des rafales, ça ne sert à rien parfois de voir 40 photos de... Voilà, surtout qu'à un moment donné on va choisir. Donc on peut empiler cette séquence-là. Ici, vous voyez ici en dessous, j'ai toute une série de photos qui représente un petit panorama que j'ai fait à New York il y a quand même quelques années. Là, je peux prendre la première, je peux aller jusqu'à la dernière, empilement. Et mais vous voyez, on a ici empilement automatique selon l'heure de capture. Donc même si je fais ça sur n'importe laquelle, vous voyez, il va demander le délai. Et on va essayer par exemple 1 minute, 2 piles photos, hop. Oui, il m'a empilé celle-ci, mais 14 images de New York, et celle-ci, mes 4 images, il les a empilées tout seul. Donc ça vous permet, par exemple, quand vous faites des rafales, quand vous faites des panoramiques, quand vous faites des bracketings, ça vous permet de gagner de la place et de déjà automatiquement organiser votre image. Ici, tu fais un bête clic droit, tu as le menu d'édition et tu as empilement, et tout en bas, tu as l'option ici. Mais du coup, tu peux développer. Donc développer, ça va étendre toutes les piles. Donc tu peux faire pas mal de choses, évidemment. Donc nouveau, c'est très vaste. Et ici, regardez, si je fais un clic droit sur mon HDR, on pourrait... pardon. Fusionner des photos HDR. Et il y a d'autres programmes qui le font de manière un peu plus précise et de meilleure qualité. Mais Lightroom peut le faire en cas de besoin. Maintenant, l'HDR, je ne sais pas si vous voyez l'image, du coup, on a le but de l'HDR, c'est de pouvoir garder les détails des tons sombres et des hautes lumières. C'est un peu triché. Si on va empiler toutes les images et on va prendre là où il y a du détail. Ça fait quelques années que ça existe. Évidemment, ici, c'est un système où il n'y a pas beaucoup de réglages. Donc parfois, oui, ça c'est le résultat. Donc tu vois, on a quand même un peu de détail dans les ombres. On va avoir du détail un petit peu partout, contrairement aux autres images où tout n'est pas empilé. Après, tu vas avoir des systèmes de correction automatique, mais ce qui est cool, c'est que voilà, on va garder
correction des décalages. Ça, c'est si jamais, par exemple, il y a un petit décalage d'un petit millimètre d'une image à l'autre, par exemple. Mais ici, il n'y a pas vraiment besoin, on peut mettre juste faible. Et je vais faire fusionner. Il va créer un nouveau document à côté, qui travaille. Voilà, il m'a fusionné mon image ici. Mais du coup, cette image-ci, on peut quand même l'éditer dans Lightroom. Donc, par exemple, je veux quand même récupérer un petit peu de détails de mes ombres. Vous voyez que je peux quand même récupérer des détails, mettons, noir. Après, il faut évidemment jamais tomber dans l'extel. Le problème du HDR, c'est que ça, même si on essaie de récupérer des choses, ça fait vite un peu synthétique. Donc, il faut toujours un petit peu nuancer. Et moi, en général, je diminue la saturation. Enfin, la vibrance, j'augmente un petit peu la saturation. Et là, du coup, vous voyez, on a récupéré du détail un petit peu partout. Le HDR, c'est une technique qui se pratiquait beaucoup il y a quelques années parce que les boîtiers avaient moins de capacité de voir du détail dans les tons très clairs et dans les ombres. Aujourd'hui, vos nouveaux boîtiers, avec les fichiers RAW, c'est presque du RAW, du HDR dynamique automatique. Donc, ce qui veut dire que les nouveaux boîtiers, vos nouveaux Canon, Sony, tout ça, ils vont voir maintenant vraiment beaucoup plus de détails dans le ciel. Il va être moins vite brûlé blanc. Les ombres vont moins vite être bouchées. Donc, il y a moins besoin de faire ça. Parce que le RAW va avoir beaucoup plus de possibilités de détails. Donc vraiment, et là, on va vraiment voir l'intérêt de travailler avec un fichier RAW ici. Je vais vite vous montrer encore, comme ça on survole, ça et ça c'est fait. De nouveau, fusionner des photos dans un panorama. Mais là, il y a 14 images. Est-ce qu'il va réussir à le faire? C'est souvent automatique. Vous voyez, il m'a fusionné les 14 images en mode sphérique. Et on a 3 systèmes en cylindrique. Et en perspective. Mais là, il ne veut pas parce qu'il n'y a pas de raccord. En fait, ces systèmes d'automatisme, ils vont repérer des lignes communes et des points de référence communs pour dire, tiens, ça ressemble à ça. On va les coller et on va additionner une image, une image, une image, une image pour faire en fait un panorama. Et je vais recadrer automatiquement. Et je vais faire fusionner. Donc ça, c'est de l'automatisme. Si jamais vous voulez vous spécialiser aussi dans le panoramique, pour faire des paysages panoramiques, pour faire par exemple ça marche beaucoup dans les visites virtuelles d'appartements, où ils font des visites en panoramique. Vous avez des programmes qui sont plus complexes, plus spécifiques. Mais là, du coup, voilà, on a mon 360 degrés de ma scène de rue à New York. Ici, du coup, on peut vraiment rentrer dans le détail. Et je pourrais par exemple exporter cette photo sur ma page web et faire un défilement comme ça automatique sur ma page web pendant que tu lis mes infos. Et du coup, tu vois le 360 degrés de New York. J'en ai fait une dizaine comme ça de panoramiques de New York. Mais tu vois, tout colle ensemble, quoi. Il y a parfois des petits défauts, vous allez parfois apparaître, mais quand le panorama est bien fait, vous voyez ici un petit peu de déformation, le bâtiment part un peu en cacahuète. Mais ça passe. Donc, panorama, c'est pas très compliqué. Prenez votre appareil. Il y a des astuces pour faire des panoramas de meilleure qualité. Mais en gros, j'ai pas mon appareil avec, mais est-ce que quelqu'un a un appareil avec? Je prends le plus proche. Comme ça. Hop. En gros, le vrai secret du panorama, l'idéal, c'est d'acheter une tête panoramique. Sur un trépied, cette tête panoramique va permettre de pouvoir centrer l'appareil photo pour faire en sorte. Mademoiselle, je suis pas là, c'est pour moi. Bonjour, ça gaze? Ça va? Ouais, moi toujours. Même quand ça va pas, ça va bien. De toute manière, ça change rien, autant dire que ça aille bien. Oui, le bouchon, merci. Le secret, en fait, le panoramique, c'est que instinctivement, quand on va faire du panorama, on va faire clac, 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 clac. Quand on fait ça, on change le point de vue de l'appareil photo. Et quand on change son point de vue, on change sa perspective et les points de contact, le programme ne sera pas le faire. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est repérer ce qu'on appelle le point nodal. Normalement, Philippe vous a peut-être parlé du point nodal dans les optiques. Ça va peut-être arriver dans des cours de technologie d'équipement. Le point nodal, c'est là où la lumière se croise. À un moment donné, les faisceaux rentrent dans l'objectif. Ils vont se croiser à un point nommé dans l'objectif, qui varie en fonction de l'objectif, pour se croiser, retourner et marquer sur le capteur. Ça va s'inverser. Ce point où ces faisceaux de lumière se croisent, on appelle ça le point nodal. Et
8 fois sur 10, le point nodal, il est là où vous voyez le diaphragme. Donc parfois, il est possible de voir le diaphragme, mais ça dépend. Mais en gros, chez toi, c'est ici plus ou moins. Ça, c'est ton point nodal. Et en fait, en gros, quand tu veux faire du diaporama, plutôt que faire tac, 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 où tu changes ton point de vue, tu essaies de... Si tu n'as pas de trépied, si tu n'as rien du tout, tu peux par exemple prendre une ficelle, tu mets ta ficelle ici, tu la laisses pendre sur ton pied, tu tiens avec ton pied comme ça, et tu vas faire une rotation. Comme ça, tu ne changes pas ton point de vue. À partir du moment où vous avez... C'est approximatif, ça ne va pas être au millimètre près. Mais à partir du moment où tu as ciblé plus ou moins ton point nodal, tu vas faire une photo, autant que tu veux, une photo, une photo, une photo. Mais tu vois, là, si je bouge, je change ma perspective. Donc, il faut garder un point, se fixer, et pas essayer d'être trop comme ça non plus, encore ça passe. Mais il faut essayer de se fixer. Hop, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. Et là, du coup, tu gardes ta perspective, tu gardes tes points de repère. Et les programmes sont plus faciles pour adapter ça. Donc le panorama, il y a, évidemment, il faut en avoir l'utilité, mais de nouveau, un beau panorama d'un paysage ou d'une cérémonie de mariage. Toi, tu as une cérémonie de mariage, tu fais un panorama, tu mets ça sur une page web pour tes clients, c'est pas mal. Bon, évidemment, pour un nouveau-né, à part, pas beaucoup d'intérêt. Sauf si tu peux jouer avec du panorama comme ça en mettant, je sais pas moi, c'est un anniversaire d'un nouveau-né, tu peux mettre tous les membres de la famille qui sont là et qui se passent le bébé d'une photo à l'autre. Donc ne le lancez pas, mais il se passe le bébé d'une photo à l'autre. Vous pouvez faire des systèmes créatifs à ce niveau-ci, il n'y a pas de stress. Je vous parlerai un petit peu un jour, à un moment donné, pour les artistes et les créatifs, de penser de manière divergente. C'est une notion qui paraît un petit peu bizarre, ce mot divergent. Il y a un film d'ailleurs, Divergence, pas très bon d'ailleurs, je pense, mais c'est pas horrible non plus. Mais un artiste, de manière de penser divergente, c'est de prendre un chemin alternatif pour trouver quelque chose de nouveau, de créatif et de différent. C'est une notion qui est très importante pour vous en tant qu'artiste. Vous êtes photographe, artiste aussi. Si vous voulez apporter quelque chose de nouveau à ce métier, il faut penser de manière divergente à ce niveau aussi. Il y a des années, pour un reportage de mariage, les mariés disent oui, mais reportage de mariage, tout ce qu'on voit, c'est chiant, c'est toujours la même chose. C'est des très belles photos, mes parents, ils veulent ça, mais moi, j'ai pas envie, tu vois. Et je fais, écoute, c'est pas compliqué, on va aller acheter un costume de vache, et le marié va se mettre un costume de vache, et on va aller dans les prés, et on va faire la mariée avec la fermière qui accompagne son mari au champ, un truc comme ça. Les mariés, les invités, tout le monde s'est marié. Les parents de la mariée, mais ils étaient rouges de colère, quoi. Mais c'est pas sérieux, mais c'est pas... Oui, d'accord, mais c'est leur jour de mariage, ils font ce qu'ils veulent. Et on fera des photos avec vous, très sérieux, très coincés. Mais les mariés étaient bien contents. Donc penser de manière divergente à ce niveau-ci, ça marche très très bien. Bon, Lightroom. Programme de dingue, avec plein de possibilités pour éditer des images, pour en faire ressortir un petit peu tout ce qu'on veut. Ici, si je vais prendre cette petite jeune fille-ci, on va aller dans développement. Vous voyez que la photo, c'est une chouette petite photo, mais elle est évidemment déjà un petit peu sombre. Il y a plein de choses à faire. Donc ce qui est cool, c'est que évidemment, après on va s'adapter aux réglages localisés et tout ça. Les réglages de base que vous connaissez, mis à part les pré-réglages, et comment moi en général je travaille, la balance des blancs, je m'en occupe après. Balance des blancs, on peut avoir une approche différente. Soit une approche de justesse, donc c'est curatif pour être sûr que la balance des blancs soit correcte, soit on peut avoir une approche artistique. On peut par exemple forcer le côté chaleureux à une image pour donner un petit côté plutôt fin de journée. Ou on peut donner un côté plus bleu, plus froid, pour donner un petit côté matin ou hivernal. La température de couleur, les couleurs que vous allez choisir va définir l'ambiance un peu de l'image aussi. Ça, c'est un côté un peu... Une image un peu plus bleue, il y a un côté un peu plus mystérieux à ce niveau aussi. Une image un peu plus chaude, il y a un côté justement un peu plus chaleureux, un peu plus intime, un peu plus relaxant aussi. Donc ça, c'est des choix. En fait, il y a ça, je ne pourrais pas vous le donner parce que ça ne fait pas le propos du cours, mais la psychologie de la couleur, c'est une notion très importante, même dans la photographie aussi. Le choix des couleurs, des trucs comme ça, parce que l'influence de
de la société, de la science, de la nature, de la religion, la psychologie, tout ça a une influence sur notre vision des couleurs à ce niveau aussi. Donc, température de couleur, white balance de votre appareil photo. On peut évidemment le régler manuellement. On a des pré-réglages. C'est toi qui crée tes pré-l'écran. Tu peux, dans ton appareil photo, enregistrer tes pré-réglages manuels ou autres. Il y a plein de méthodes. Mais, oui, balance des blancs, c'est là. Mais en fait, on peut aussi, par exemple, de manière curative, si on veut être sûr que sa balance des blancs soit correcte, on peut, par exemple, cliquer sur une zone qui est censée être un gris neutre, blanc, gris neutre à ce niveau-ci, pour permettre un petit peu de corriger. À savoir, quand votre appareil photo essaie de mesurer la lumière pour faire une exposition, vous voyez le petit réglage avec plus 1, enfin moins 1, moins 2, moins 3, plus 1, plus 3, ces valeurs d'exposition, votre appareil photo, il essaye de faire quelque chose d'exposé gris neutre. Donc si par exemple vous mettez une feuille blanche, votre appareil photo, lui, il ne sait pas que c'est une feuille blanche. Il voit quelque chose de blanc, mais lui, son but, c'est d'avoir quelque chose gris neutre. Et donc du coup, une feuille blanche, si vous n'indiquez pas votre appareil photo en surexposant, il va faire quelque chose d'un petit peu gris, jamais réellement blanc. Si vous mettez une feuille noire, il va se dire, tiens, c'est trop sombre, mais moi, le but, c'est de faire du gris, entre guillemets. Et donc du coup, votre noir ne sera jamais dense, il sera peut-être un petit peu plus clair. Donc ça, c'est une notion importante à savoir dans le réglage de votre appareil photo. Mais si on prend une photo en gros, ça on peut modifier par après. Tu peux le modifier par après, mais si tu regarde, si tu fais une photo en RAW, même si tu as beaucoup de données que tu peux corriger, si tu fais une photo en RAW d'un sujet ici à l'intérieur qui va être un petit peu trop clair, par exemple, ben ton ciel, lui, il va être beaucoup trop clair en correspondance. Et même si tu vas pouvoir récupérer du détail, à un moment donné, tu arrives à une limite et tu ne pourras pas récupérer. Tu as toujours des limites par rapport à l'exposition. Ici, regarde, si on prend cette photo de la voiture ici, tu vois, là, tu as le ciel ici, où on ne commence pas à avoir de détails. Ici, on n'a pas de détails parce qu'on est dans les ombres, mais on peut, par exemple, dire, tiens, je vais récupérer du détail dans les ombres. Tu peux corriger comme ça. Je vais récupérer des détails dans les hautes lumières. Tu peux corriger comme ça. Je vais récupérer du détail dans les tons très clairs, donc dans les blancs. Je peux essayer de récupérer. Voilà, c'est ce que je dis. On peut faire ça par après. Tu peux, mais il y a certains cas de figure où l'écart, le contraste entre les zones ombragées et très claires sera trop grand. Donc tu peux toujours, mais un jour ou l'autre, tu vas affronter un problème. Donc c'est toujours mieux, quand tu le sais, c'est toujours mieux d'avoir une exposition plus ou moins correcte, même si c'est un petit peu à côté, c'est pas dramatique, que si jamais elle est fort à côté. Oui. J'ai ma petite idée, mais c'est quoi concrètement la différence entre haute lumière et blanc et ombre et noir? Alors, très bonne question, jeune homme. En fait, c'est... je vais vite vous retrouver... Le blanc est à l'extrême, enfin le noir et le blanc, c'est vraiment ce que ça dit. Oui, voilà. En fait, c'est... comment on va appeler ça? Le blanc, c'est ce qu'on appelle la lumière spéculaire. C'est le blanc dans cette image-ci, ça va être ça. Si par exemple, si tu prends une sphère blanche, tu mets une lampe dessus, j'ai une image d'ailleurs que je voulais vous montrer, tu mets une lumière dessus, le point le plus clair de l'image, le point blanc qui va être presque réfléchi de lumière, on appelle ça les tons clairs, les tons spéculaires. Et puis on va avoir les tons très clairs, c'est les hautes lumières. On va avoir l'exposition, c'est les tons gris, les tons intermédiaires, c'est là où le principal du sujet va être. Les ombres, c'est ce qui va commencer à être un peu plus sombre, et les tons noirs, c'est vraiment les ombres bouchées, là où il n'y a parfois pas de détails. C'est avoir des tons blancs comme ça. Vous voyez ici sur l'histogramme, on peut activer ici, donc l'histogramme c'est les valeurs d'exposition avec les tons clairs justement. Ici tu vas voir les tons haute lumière, l'exposition, les ombres et les tons noirs. Et déjà rien que dans l'histogramme, tu peux déjà corriger manuellement ton image. Tu vois par exemple cette image-ci, ben, les tons blancs, ils sont beaucoup trop clairs. Donc rien que dans l'histogramme, tu peux cliquer et ramener tes tons pour qu'ils soient corrigés. Le petit effet rouge que tu vois, c'est en cliquant ici sur le petit triangle, j'ai activé l'effet de visualisation des tons brûlés. Ça, il faut toujours éviter.
Toujours, toujours, toujours. Quand c'est une masse comme ça, c'est cata. Si jamais, voilà, on a quelques trucs comme ça passe encore, c'est pas la mort, mais ça va pas. Et pareil, à l'inverse, tu vois, tout ce qui est en bleu, c'est là où il n'y a pas de détail du tout. Sur un écran, à la limite, passe encore. Mais si un jour vous allez imprimer les photos, ça sera jamais très très beau. Donc il faut toujours éviter. D'ailleurs, vous voyez ici l'espèce de ligne qui est ce qu'on appelle bord cadre dans les tons sombres. Ça veut dire qu'on a des tons bouchés. En anglais, on a clippé, on a coupé les tons sombres. Il faut toujours éviter d'avoir des pics ici. Et vous voyez ici la barre ici, ça veut dire qu'on a les tons clairs qui sont brûlés. Et on les ramène pour éviter d'avoir ce clipping. Là, ça passe. Et pareil, on va le ramener pour éviter d'avoir ce clipping. On peut en avoir un tout petit peu. Hein. Oui, par exemple, ça passe encore. Comme ça, on va avoir des noirs un petit peu denses. Et puis, du coup, on peut demander à recorriger un peu. Mais là, on a quand même fort modifié l'exposition globale. Donc, on peut corriger un petit peu tout ça comme on veut. Mais je vais plutôt travailler ici. Je vais revenir à mon réglage de base. Donc, si par exemple, vous dites, tiens, en fait, tous mes réglages, c'est pas ce que je veux, vous double-cliquez sur le mot tonalité, remet les réglages à 0. Ça peut être pas mal. Si jamais vous voulez juste modifier un réglage sans devoir mettre le chiffre ici ou revenir, vous double-cliquez sur le nom et mettez chaque fois ce réglage à 0. Donc ça, c'est un petit truc de rapidité, mais bon, voilà. Donc en gros, je vais diminuer mes hautes lumières pour récupérer du détail. Je vais un tout petit peu diminuer mes tons blancs. Je vais booster mes ombres. Encore un peu. Et je vais un petit peu diminuer mes tons noirs. Mon exposition, on peut jouer un petit peu, mais est-ce qu'on l'éclaircit? Est-ce qu'on l'assombrit? En l'assombrissant comme ça donne déjà un peu plus de caractère à cette image, par exemple. On peut booster un petit peu comme ça, mais alors il va falloir du coup les ombres, je suis déjà au max. On va un petit peu moins récupérer. Et haute lumière et blanc. Si on abuse trop du noir, est-ce que la qualité de l'image se réduit? Alors, elle se réduit d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les images rendues sur un écran d'un ordinateur à l'autre, parfois elles sont plus claires, parfois plus sombres, parfois plus chaudes, parfois plus froides. Donc si toi tu commences déjà à avoir une paire de détails dans les ombres ici, c'est probable que sur un autre écran ça soit encore plus sombre. D'autant plus que ça c'est une histoire d'espace de couleurs et de profil de couleurs. Chez Mac, ils ont ce qu'on appelle un gamma d'écran, donc c'est la référence du point noir qui est plus clair que sur les PC. Donc quand tu vas avoir des tons noirs ici, si jamais j'imprime cette image-ci, elle va être imprimée comme ça. Donc elle est d'office plus sombre À l'impression que sur une impression. Non, elle est plus claire sur ton Mac qu'à l'impression. Ah, donc à l'impression, elle sera plus sombre. Elle sera toujours plus sombre. Tout simplement aussi, pourquoi? Et d'ailleurs que ce soit Mac ou PC, c'est que les écrans, ces images sont éclaircies, sont éclairées par l'arrière, par un écran. Il y a une lampe qui éclaire l'écran. Donc tu la vois à travers quelque chose de lumineux. Quand c'est imprimé sur une feuille de papier, c'est une lumière réfléchie sur ton papier, mais ce n'est pas éclairé par l'arrière. Donc du coup, la luminosité est beaucoup moins forte sur une image imprimée. Donc si vous devez imprimer quelque chose, consigne de base, éclaircissez votre image de 10%, parfois plus, mais en général 10% ça suffit. Ici par exemple, tu vois là, il y a, même en assombrissant encore un peu plus cette image, tu vois le ciel il est quand même super classe comme ça, et après on va voir qu'on va pouvoir faire des corrections localisées, mais moi j'aime bien ce réglage là, il faut arrêter la poste. Là, je reçois des mails de phishing de la poste, comme ça mon colis m'attend, je dois cliquer ici, mettre mes données de carte banque. Ça marche pas comme ça la poste. Et puis la poste qui s'appelle la poste .trademark. Et personne n'a fait ça. Ah, le troisième message. Mais voilà, donc moi j'aime bien un petit peu le réglage ici. Après, on a ici en dessous. Tout à l'heure, on va voir les réglages localisés. Hein. Donc on a ici des réglages localisés ici. On a des réglages, mais ça on verra avec une image, avec une peau à corriger. C'est pour corriger les boutons, les trucs comme ça, mais les boutons et les tâches, c'est pas forcément les boutons de peau. Hein. Ça peut être des petits cacas de pigeons sur une voiture, ça marche aussi. Hein. Igor, j'ai une question. C'est le Lightroom classique, ça? Ça, c'est le Lightroom classique. Le Lightroom Cloud, bouchez-vous les oreilles, c'est de la merde.
et adoucir la peau, et celui-là, je sais pas le faire. Si. Si, il y a les pré-réglages. C'est où? Mais là, ils sont pas là. Moi, mais quand je le mets, mes pré-réglages, ils sont automatiquement à gauche. Moi, je sais pas. Tu vas voir ici, voilà, tu vas avoir des personnes, mais tu vas avoir des réglages. Par exemple, si on peint au pinceau, tu vas avoir, voilà, effet. Tu vas adoucir la peau, blanchir les dents. Mais on verra ça tout à l'heure justement avec une image, donc pas de stress. C'est en gros, oui, c'est le propos du cours aujourd'hui. Donc, on a ici l'espèce de rond pointillé. Ça, c'est les réglages localisés où justement, depuis quelques années, 3 ans, ils ont ajouté le fait de pouvoir automatiquement sélectionner un sujet, un ciel ou un arrière-plan, mais tu peux faire à l'ancienne, au pinceau. Et du coup, tu vas peindre avec tes effets. On verra ça tout à l'heure. Et tu as des effets déjà préenregistrés, mais tu peux sauvegarder les tiens aussi, par exemple, tu vois, pour faire des effets. Mais on va voir ça tout à l'heure, hein, c'est prévu. Donc ici, évidemment, tu as les réglages globalisés, tu as les réglages de présence. Donc les réglages de présence vont constituer les réglages qui vont se baser sur la texture. Juste pour l'expérience, je vais un petit peu éclaircir l'image pour voir un petit peu la différence. Texture, oui, la différence, ça c'est des choix personnels, mais en fait, ça va augmenter ce qu'on appelle les micro-contrastes entre un pixel et son pixel voisin. Ça va adoucir l'image ou ça va l'accentuer. Mais regardez un peu ce qui se passe aussi sur l'arrière-plan. On accentue la brume. C'est la clarté qui joue. Il y a la clarté et surtout la correction du voile. Donc, la texture, c'est un réglage qui est apparu il y a quelques années. Donc, on peut, par exemple, un petit peu augmenter la texture. En général, quand tu fais des portraits de mariés, de bébés, des trucs comme ça, tu vas un petit peu diminuer la clarté. Mais regardez ce qui se passe quand je diminue la clarté. Et en plus, si je diminue la clarté et la texture, on a perdu tout l'intérêt de l'image, quoi. Pour faire des flous, ça fonctionne pas mal. Tu peux, mais c'est du flou assez synthétique, assez virtuel. Donc, parfois, il est un peu visible. Donc, c'est D'autres moyens de faire du flou sur Lightroom. sur Lightroom, pas tellement. Mais tu peux le faire, par exemple, avec justement des dégradés. Donc, tu peux faire des dégradés linéaires, où là, tu peux aussi jouer un petit peu sur la netteté, la texture, la clarté. Donc, tu peux, du coup, être plus progressif. Et ce qui est bien, si tu veux faire des fonds flous, c'est bien, pour qu'ils soient un peu naturels, c'est de les faire un peu plus progressifs, plus graduels. Si tu le fais tout d'un bloc, ça va être vite être synthétique. Donc, texture, clarté, n'exagérez jamais avec ça. Moi, en général, je ne dépasse jamais 10-15 de plus ou 10-15 de moins pour un tout petit peu adoucir ou un tout petit peu accentuer. Et si vous faites l'un dans un sens et l'autre dans l'autre, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà, on va un tout petit peu accentuer les deux. Correction du voile, ça c'est arrivé il y a quelques années aussi. Regardez un petit peu vraiment les collines ici. Ça va rajouter un voile globalisé, mais là, ça va, vous voyez, l'espèce de voile, ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, un petit peu. Ça va permettre de corriger un petit peu ça. Donc ça, on peut l'activer pour vraiment un petit peu récupérer un petit peu du contraste à ce niveau-ci. Mais évidemment, du coup, il va falloir, après, c'est un petit peu trop, mais comme ça, vous voyez un petit peu sur l'écran ce qui se passe. Ici, n'oubliez pas qu'on peut aussi toujours... Lightroom, ça je vais le masquer, on n'a pas besoin pour le moment. Ça je vais le masquer, on n'a pas besoin pour le moment. Et ici, on peut, vous voyez, le YY, on peut voir la photo avant-après et voir directement qu'est-ce que ça donne au niveau... Tu vois, on commence presque à récupérer un petit peu du détail sur les collines à ce niveau-ci. Hein, donc ça peut être pas trop mal. Vibrance et saturation, c'est deux réglages qui ont lieu sur l'intensité des couleurs. Saturation, ça joue sur toutes les couleurs de l'image. Enfin, tout le spectre des couleurs. Les couleurs chaudes, les couleurs froides, la totalité. Vibrance, ça va surtout jouer sur les couleurs de peau plus que les tons verts, les trucs comme ça. Donc là, tu peux par exemple adoucir des tons de peau, mais ça ne va pas beaucoup moins jouer sur la saturation des zones vertes et des trucs comme ça. Donc, la vibrance est plus subtile, oui. Ouais. Moi, en général, ce que je fais, ça dépend de mon sujet, mais j'aime bien, par exemple, diminuer ma saturation et un petit peu augmenter ma vibrance, par exemple. Moi, c'est un choix personnel. Hein. Moi, j'aime bien un petit peu... Diminuer la saturation et augmenter la vibrance. Moi, j'aime bien un petit peu diminuer ma saturation globale pour un petit peu augmenter ma vibrance quand je fais des portraits.
Parce que du coup, ça met un peu plus d'emphase, pas beaucoup augmenté, hein, ça met un peu plus d'emphase sur la qualité de peau aussi. Et de nouveau, là c'est une voiture, c'est pas une peau, on est d'accord. Mais c'est peut-être un Transformers. Mais donc, ce qui est cool, vous voyez vraiment, on vient de là, petit à petit, on peut faire ressortir quand même pas mal de choses. Et là, c'est des réglages globalisés. Hein. La courbe, donc c'est un outil qui existe dans tous les programmes d'édition d'images. Ça, je comprends pas. La courbe en S, j'entends partout, je comprends pas. Alors, la courbe en S, cette courbe, qu'est-ce qu'elle représente? Elle va représenter ici les tons clairs et les tons sombres. Donc les noirs, si j'augmente mes noirs, j'éclaircis mes noirs, tu vois que mes noirs deviennent de plus en plus clairs. Mes tons clairs, si je descends mes tons clairs, donc là, tu vois la valeur ici, il y a un chiffre qui apparaît, 255, c'est les tons les plus clairs de l'image. 0, c'est les tons les plus sombres de l'image, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Il y a 256 variétés de tonalité, de luminosité, de rouge, de vert et de bleu. Une image ici, en JPEG standard, en 8 bits, va avoir 256 variétés de rouge, 256 variétés de vert, 256 variétés de bleu. Et du coup, si je diminue mes tons clairs, vous voyez qu'on va modifier aussi la luminosité de l'image. On peut même faire des effets très artistiques si on veut. Je reconnais à ta grimace que c'est très moche, il n'y a pas de problème, mais c'est un effet artistique. Mais en gros, la courbe en S, qu'est-ce que c'est? À partir du moment où on a plus ou moins compris que ça, c'est les tons sombres, ça, c'est les tons clairs, et que tout ce qui représente cette courbe, et tu vois l'histogramme ici, en fait, c'est chaque fois des lignes qui représentent une valeur de luminosité, et on sait que par exemple, dans cette valeur-ci, il y a beaucoup de tons ombragés moyens. Il n'y a pas beaucoup de tons très clairs, il y a des expositions normales. Donc par exemple, si tu veux un petit peu diminuer ici, un petit peu faire ressortir du détail de cette zone-ci, tu vas cliquer sur ta courbe et tu vas la monter et ça va faire augmenter la luminosité de cette zone-ci. Mais du coup, tu vois que tu augmentes un petit peu la luminosité du reste aussi. Tu mets une autre courbe ici, par exemple, et tu la fais redescendre. Tu vois ton S, il commence à apparaître. Et par exemple, ici, je voudrais faire récupérer un petit peu de contraste ici. Par exemple, je vais cliquer ici, et je peux le descendre. Et du coup, on a fait une espèce de S inversé, mais tu peux faire un S dans ce sens-ci, où là, du coup, on a augmenté le contraste. Tu vois, on a augmenté le contraste parce qu'on a éclairci les tons clairs, assombri les ombres, et ça c'est courbe en S, ça va en fait augmenter le contraste. Si tu veux un contraste plus doux, tu vas éclaircir les ombres, légèrement assombrir les tons clairs, et ça diminue le contraste. Mais tu peux avoir des contrôles très précis, si tu veux, et tu peux avoir des contrôles aussi sur les couleurs. Donc ici, par exemple, l'image est surtout composée de bleu et de jaune. Il y a un peu de rouge ici, mais on va surtout se composer. Ici, tu vois que ma courbe, si je vais vers le haut, je vais augmenter les bleus. Si je vais vers le bas, je vais augmenter les tons jaunes. Donc par exemple, mes tons clairs sont plutôt jaunes. Ok ? On voit ici, c'est plutôt jaune. Je vais cibler ici, je vais descendre. Tu vois que mon ciel, il jaunit un petit peu. Mais le reste de l'image jaunit aussi. Donc je vais récupérer ici. Et tu vois la différence au niveau tonalité d'image. Tu peux avoir des contrôles comme ça, plus ou moins précis à ce niveau aussi. La courbe, c'est un outil qui peut faire très peur. Allez-y progressivement. Si vous n'avez pas envie d'utiliser, l'utilisez pas, c'est pas grave. Parce qu'on peut aussi, l'avantage, c'est qu'il peut avoir des réglages localisés, contrôlables. Tu vois, là, on a augmenté les tons bleus, des tons clairs moyens. Ça a totalement changé d'image. Hein. On vient de là, on a accentué un petit peu ces dynamiques. Le contraste dans l'image, c'est pas toujours le contraste entre le noir et le blanc. On a parlé des couleurs tout à l'heure. Le contraste. Allez, c'est vrai droit à l'image. Hein. Je dois montrer que c'est toi qui as fait la photo. Sinon, j'ai envie de montrer que c'est moi. Attends, vas-y. Voilà, ça c'est mieux. Le contraste qui est important aussi, c'est le contraste entre des couleurs opposées. Vous voyez la roue chromatique des couleurs, plus ou moins. Donc, les couleurs qui sont opposées, c'est les couleurs complémentaires. Ça, c'est un contraste. Et ici, justement, on a des tons froids, bleus, et des tons orange-jaune. C'est des couleurs qui sont justement opposées. Et si on augmente ce contraste à ce niveau-ci, on peut faire ressortir quelque chose bien de l'image. Vous pouvez le faire
au moment même de faire des photos avec votre éclairage. Vous pouvez le faire après avec Lightroom ou autre. Hein. Donc ici, je vais quand même un petit peu le diminuer pour que ça soit un peu plus subtil. Et moi, j'aime bien les trucs un peu contrastes quand même. Ok. J'aime bien le ciel. Hey. Tu dois nous avoir le ciel. Ben, je suis en train. C'est une vidéo, vous pouvez la regarder après sur YouTube quand vous voulez. Hein. Juste super, parce que j'ai eu un coup de pompe, désolée. Il n'y a pas de stress, on en est tous là. C'était pleine lune, non? Oui. Quand elle a été prise, le focus a été fait sur la voiture. Ouais. Et c'était un F8 ou F11. F11. Donc F11, 24 mm. Donc 24 mm, je suis au grand angle. Le fait d'avoir un 24 mm, déjà j'ai une profondeur de champ qui est assez grande. Je suis plus ou moins proche du sujet, je suis à quoi, 1m50, plus ou moins. À F11, on a une profondeur de champ qui est quand même assez grande à ce niveau-ci. Donc tu vois que ça, à l'arrière-plan, on commence à avoir là c'est flou, mais là on a encore un peu de netteté, quoi. Donc, la courbe, c'est un outil qui est assez intelligent, mais il y a un secret. Vous voyez cette espèce de petit bitonio ici? Quand on clique dessus, on se transforme en cible, et en fait, regardez ma courbe, il y a un point qui va se balader sur ma courbe à différents endroits. Et du coup, cette courbe, ce petit point, ça va permettre de cibler une zone spécifique. Je vais aller ici, voilà, ici par exemple. Et quand je clique, je vais du coup placer un point sur ma courbe, et si je descends, je vais assombrir spécifiquement ce point, et si je monte, oui, mais ma luminosité de mon pare-choc, je vais désactiver ça, comme ça vous allez mieux voir. Mais, on peut avoir, mais du coup, on a un petit peu d'aberration qui se passe ici aussi. Hein. Donc ça, il ne faut jamais trop abuser de ces réglages-là. Un petit peu comme ça, par exemple. Et là, on va récupérer justement un peu de détails à ce niveau aussi. Donc ça, c'est l'outil courbe qui existe dans tous les programmes de graphisme. Hein. Photoshop, Illustrator, tous les programmes annexes que vous allez trouver, il y a cette courbe. Donc c'est un outil qui est très très puissant, qui peut faire peur, mais il ne va jamais vous mordre. Donc à expérimenter, ça ne vous plaît pas, vous les activez. Ok. Après, on a ici, ça c'est un truc qui est assez intéressant aussi, quand l'organisme on va voir après. Là, on va pouvoir modifier par exemple les couleurs, on va pouvoir modifier la teinte, la saturation, la luminance de chaque couleur. Mais du coup, si on clique ici, et plutôt si on fait ça, on va vraiment voir toutes les couleurs spécifiquement, et on va voir justement la teinte des rouges en saturation, en luminance ou en tout. Mais là, on arrive un petit peu à la même chose, et c'est un petit peu la même chose que ça. Mais l'approche est différente, mais le principe est le même. On va voir par teinte, par saturation et par luminance. Parce qu'une couleur est définie sur ces trois critères. Une couleur est définie sur la teinte, rouge, vert, bleu, jaune et tout ça, sur la saturation, fort saturé, pas saturé, et sur la luminance, clair, sombre. En gros, c'est ça, TSL. Mais du coup, on peut modifier les réglages sur les TSL ou par vraiment type spécifique de couleur. Mais je ne sais pas si vous voyez, quand on va sur TSL, on a de nouveau aussi ce petit indicateur. Et ça va permettre, par exemple, de nous retrouver. Donc, si je clique ici, je vais aller sur le rouge ici, comme ça, c'est une couleur différente. Et si je clique, vous voyez qu'il va automatiquement mettre en surbrillance les rouges. Donc, si je clique et que je descends, vous voyez la teinte de mes phares? Oui, une partie du ciel aussi, parce qu'il y a un peu de couleur. D'ailleurs, c'est même assez joli. Tu vois, ça rajoute un petit peu, parce qu'il y avait... Tu peux faire après, mais justement, ça, on verra ça tout à l'heure, localisé. Tu vois, ici, on va le faire plus orange, mais c'est moins beau, par exemple. Moi, j'aimais bien le côté... Voilà. Voilà, pas trop. Comme ça, c'est bien. Et de nouveau... Hein, tu vois, que ça accentue, ça donne un peu plus de caractère à ce niveau aussi. Mais tu peux modifier la teinte, mais tu peux modifier la saturation aussi. On va dire, bah tiens, on aura d'autres images tout à l'heure qui vont un peu aider, mais ici par exemple, je ne veux pas que ce rouge de cette plaque soit trop dominant. Pour éditer une image, ça prend combien de temps?
Ça dépend de l'expérience, ça dépend si tu sais ce que tu veux faire ou si on t'a dit ce que tu dois faire. Mais de temps en temps, moi, je découvre en fait. Quand tu découvres, ça va te prendre 2 heures. Quand tu expérimentes, ça peut prendre 2 heures. Moi, parfois, moi, j'adore faire la retouche. Parfois, je prends 2-3 heures à retoucher l'image, à essayer des nouvelles choses, à essayer différents chemins. Mais quand je fais une retouche portrait, un beau retouche portrait, ça me prend 30 minutes. 30 minutes, mais c'est trop. Ouais. Mais c'est une retouche complète. Avec une retouche complète, pour moi, c'est dépétouillage de peau, c'est assainissement de peau. Je rajoute un peu de lumière dans les yeux, je modifie la couleur du make-up, je modifie la couleur des cheveux. Je fais et ça me prend une demi-heure. Ce qui est énervant, c'est quand tu as envie de faire quelque chose, mais que tu sais pas le faire. Alors tu es là, tu regardes tous les tutoriels du monde pour pouvoir faire l'effet là. C'est le problème des tutoriels, c'est que le mec qui va te faire des tutoriels sur YouTube, il va... Pardon ? Déjà, il va jamais devant ton but, ils sont là, même qui m'ont pas, ils sont plus qu'autre chose. Voilà. C'est méga frustrant. Mais de deux aussi, c'est que les mecs, ils veulent faire leur vue, mais veulent expliquer une certaine chose, alors qu'il y a tellement de choses qui gravitent autour qui sont importantes d'un petit peu montrer à ce niveau-ci. Donc c'est pour ça que c'est des approches, et parfois ils vont aller beaucoup trop vite, et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il faut que les youtubeurs vivent, mais voilà. Mais le mieux, hein, vu que c'est pas destructeur, c'est de pratiquer, quoi. Tu prends une image et prends une image de... moi, pendant très longtemps, j'ai retouché des photos de moi, pas par narcissisme, mais à un moment donné, on connaissait des faux ou pas, quoi. Et souvent, ici, voilà, ça, c'est une image avec laquelle que j'ai chopé sur Internet, qu'on retouche très, très souvent, parce qu'il y a plein de choses à faire dessus. La jeune fille n'est pas vilaine, c'est pas ça le problème, mais c'est une bonne image pour travailler un petit peu là-dessus, où du coup, on peut enlever les boutons, on peut blanchir les dents, on peut améliorer les yeux, on peut changer la couleur des cheveux, on peut changer... Retirer aussi les rides là. C'est pas encore des rides, mais on peut retirer ça, ouais, on peut adoucir en tout cas. On peut adoucir. Je reviens sur ma voiture pour continuer un petit peu vous montrer le bazar. Donc ici, ton teint de saturation, mais de nouveau, si je prends ici, on va un petit peu par exemple augmenter la luminosité du rouge. Vous voyez qu'on peut l'éclaircir, on peut l'assombrir. Donc on peut avoir vraiment un contrôle précis, mais attention, c'est précis sur la couleur. Ça, c'est pas précis sur une zone localisée. Ça, on peut le faire de différentes manières. Les zones localisées, on peut le faire. On a beaucoup de contrôle, mais on n'a pas autant de contrôle qu'avec ces panneaux-ci, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le color grading, c'est ça fait peur à plein de gens aussi, alors que c'est tout simple, hein. Le color grading, c'est on va donner en fait à l'image globale une tonalité dans les tons moyens, dans les ombres et dans les hautes lumières. En gros, on va dire aux ombres, les ombres, je veux que tu sois bleu. Et là, pardon ? C'est quand même beau. Ça peut être très beau, mais ça peut être... tu vois, tu peux faire des effets Instagram et tout ce que tu veux. Hein. Tu vois, des tons, les ombres voilà, vont être un peu vertes. Et ce qui est bien aussi, de nouveau, regarde, on va faire des ombres un peu bleues, mais les hautes lumières, on va aller à l'opposé de nouveau pour jouer sur le contraste. Et on va faire des hautes lumières. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà. Regardez le ciel. Maintenant, color grading. On donne déjà un peu plus de personnalisation aux couleurs de l'image. À la fin, quand on va dire que tu as édité cette image-là, tu vas enregistrer pour pouvoir faire la même chose sur les photos qui ressemblent du moins à cette... On va dire si jamais il y a encore la voiture, au même endroit et tout. C'est une très bonne question. Regarde ici, tu peux... Voilà. Non, c'est parfait, c'est parfait. Tu peux sauvegarder ici, faire plus, créer un paramètre prédéfini, et il va te demander cocher tout ce qu'on va sauvegarder. Et du coup, si tu fais justement une rafale, une série, tu peux cocher, regarder tout ce que tu veux. Maintenant, il y a certaines choses qu'il faut tenir compte. Par exemple, oui, voilà, leur cadrage, si tu as recadré différemment, ça tu peux retirer. Il y a aussi les masques, ça il ne va pas les tenir, mais tu vas avoir aussi par exemple les corrections localisées. Par exemple, si tu enlèves un bouton ou un caca de pigeon sur la voiture, ben ça il va pas forcément les garder en mémoire. Il peut, mais il va pas forcément les garder en mémoire. Donc, alors ici, il n'y a pas, parce que dans les paramètres prédéfinis, il n'y a pas. Mais ce que tu peux faire, quand tu fais un clic droit,
tu peux faire, par exemple, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Moi, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas le copier en bas à gauche que vous cherchez? Pour pouvoir faire la même chose, mais Oui, une photo et pas les enregistrer. mais voilà, ici, tu as les correcteurs. Voilà, merci, c'est là. Mais en fait, tu peux le faire copier, mais j'ai tellement pris l'habitude de le faire ici, et j'ai tellement pris l'habitude, voilà, paramètres, ça change de place. Tu as copié les paramètres, par exemple, et c'est la même chose que ça, hein, c'est exactement la même chose, hein, merci. Mais j'avais passé 20 minutes la première fois dans les paramètres à chercher le copier avec le clic droit, je n'ai jamais trouvé, et puis un jour j'ai trouvé ce bouton-là, je suis Mais oui, mais pourquoi moi j'y pense pas? C'est parce qu'en général, je travaille avec ce volet caché, en fait. Et c'est de nouveau, c'est des habitudes, hein. Moi, j'aime bien avoir mes photos en grand, donc je cache un maximum de volets. Donc là, je fais un clic droit. Mais du coup, voilà, les color grading, faut pas en abuser, mais ça peut vraiment donner une petite personnalisation globalisée. Par exemple, tu regardes, on va faire ça légèrement. Ça va énormément réchauffer l'image ici, quoi. Et de nouveau, J'utilise sans comprendre, c'est tout. tu vas jouer en fait sur la saturation. Donc, tu vas choisir une couleur et tu vas choisir la saturation de la couleur. Peu saturé, fort saturé. Et ici, tu vas régler l'intensité de l'effet ou pas. Est-ce que tu veux qu'il soit fort visible ou pas? Mais en général, tu laisses ça neutre. Et fusion, en général, on ne touche pas. Et la balance, on ne touche pas. C'est vraiment... est-ce que tu veux qu'il y ait un effet plutôt chaud, plutôt froid? Mais en général, on ne touche pas. Là, tu vas... les ombres, tu vas faire des tons de certaines teintes. Les hautes lumières, en général, tu vas essayer de prendre la couleur complémentaire à l'opposé. Donc, par exemple, si je prends plutôt des ombres vertes, je vais aller ici, et je vais prendre du coup à l'opposé. Alors, c'est pas joli, mais le but, c'est d'être démonstratif dans ce cas-ci. Tu vois, regarde, on va. Et là, tu as un look un petit peu années 80, si tu veux. Tu peux faire des effets créatifs. Et là, tu te fais un post Instagram. Oh, t'as vu, j'ai été faire des photos à côté de Tchernobyl. Même si je pense pas qu'il y a de trucs comme ça. Enfin, pauvre Tchernobyl, d'ailleurs. Ok. Donc, Et quand ça se voit trop, il y a un petit peu. oui, mais le truc que j'ai fait épais rose, personne ne va croire que c'est naturel. Donc, effectivement, c'est synthétique, mais c'est pour faire des approches de... Voilà, c'est fait exprès. Mais là, ça passe encore, tu vois. Donc là, il y a un petit peu de color grading, mais ça passe ici. Là, ça va super bien. Merci. Donc, color grading, donc c'est expérimenté aussi. Si vous ne voulez pas l'utilisez pas, c'est pas grave. Le détail, ça, c'est une notion très importante. C'est là où, justement, on va rajouter de la netteté dans son image et on va surtout aussi enlever le bruit, le grain. Le bruit de son image, il y a deux défauts dans le bruit d'une image. Il y a le grain texturé et le bruit, ce qu'on appelle le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Le bruit de luminance, si on l'enlève, on enlève la netteté de l'image, donc en général, ça n'y touche pas trop. Le bruit de couleur, c'est les petits pixels qui sont sursaturés. Bon, là, c'est une image à 100 ISO, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais je crois que j'en ai une autre qui est un peu plus élevée, on verra tout à l'heure. C'est vraiment les pixels rouge, vert, bleu qui salopent l'image à ce niveau aussi. Mais vous voyez, niveau netteté, donc notion très importante, la netteté doit toujours se régler avec l'image à 100%. Comment voir si son image est bien à 100%? On va ici dans la navigation, on va pouvoir contrôler le zoom. Là, il est à 66%, on va aller à 100%. Pourquoi? Parce que Lightroom ne vous montre pas la réelle efficacité de la netteté si l'image n'est pas à 100%. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour. On va rajouter de la netteté dans l'image pour accentuer la netteté. Donc ça, c'est l'image d'origine. Voilà, regardez cette zone-ci. Moi, j'ai déjà le problème, en fait, c'est quand j'édite. Je pense que c'est peut-être à cause de ça, c'est que j'édite en 20 images. Normale, quoi, en image normale. Et quand j'enregistre dans mon PC, je vois que c'est la catastrophe. C'est super moche. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être. pas du tout ce que je voyais de Bah, base. Une fois que c'est enregistré dans mon PC, c'est autre chose. Au niveau netteté ou tout le reste? Niveau folie, c'était. Ah, vraiment, les couleurs ça, c'est- étaient pas idéales du tout. C'est étrange. Ben, on peut toujours, ça je vais vous montrer après, on peut toujours adoucir le réglage qu'on a fait, Ok. global.
Ça, justement, je vous montrerai vite après. Donc, la netteté ici, maintenant, on peut augmenter. Donc ça, c'est vraiment les notions de netteté. Vous voyez la texture sur l'appui-tête, là? Cette espèce de texture qui apparaît ici. C'est pas à cause des ISO, ça? Oui, en fait, le grain, c'est les ISO. Mais la netteté, c'est est-ce qu'on veut rajouter du détail ou pas dans cette image? Là, c'est trop. Quand vous avez cette espèce de zone texturée comme ça ne va pas. Donc, on va revenir à 100%. Mais comment bien choisir ça? Il y a un secret. Ah. Le secret, c'est d'appuyer sur la touche Option de son clavier. Et vous voyez, quand on va cliquer dessus, l'image passe en noir et blanc. Pourquoi ça passe en noir et blanc? C'est un indicateur. C'est plus simple. Et vous allez comprendre après, c'est plus facile de régler sa netteté sur une image en noir et blanc qu'en couleur. Parce que l'œil est moins perturbé par les... Et là, on va tout simplement augmenter ce réglage pour augmenter un petit peu la netteté, mais sans avoir du détail, la texture comme ça. Donc moi j'aimais bien ici, par exemple. Là, ça me va. Je suis à 51. Et après, on a le rayon. Le rayon, qu'est-ce que c'est? Le rayon, c'est... Imaginez un pixel central. Et la netteté, donc c'est un pixel qui va être gris, par exemple. Et le pixel juste à côté, il est noir, il est gris un peu plus clair ou il est gris un peu plus sombre. La netteté, qu'est-ce qu'il va faire? Le pixel à côté, il va le rendre encore un peu plus clair ou encore un peu plus sombre pour augmenter ce contraste. La netteté, c'est ça. C'est augmenter le contraste d'un pixel par rapport à un pixel voisin. Et ça augmente vraiment les micro-contrastes pour augmenter cette sensation de netteté. Le rayon, qu'est-ce que c'est? Le rayon, c'est, tu vas dire à Lightroom ou Photoshop ou peu importe qui va jouer sur la netteté, il va te dire en fait, au lieu d'avoir une influence que sur un pixel à côté, tu vas avoir une influence sur 2 pixels, 3 pixels. Donc du coup, tu vas avoir un effet plus étendu. C'est un petit peu comme le bouche à oreille. Toi, tu vas le dire à une personne à côté, ou 2 personnes à côté, l'effet va être plus étendu. Un petit peu la même chose. Et donc du coup, le rayon ici aussi, de nouveau, si j'appuie sur la touche Option quand je clique sur mon curseur, regardez, je vais à 0, et là on est à un demi-pixel, et quand je vais au maximum, vous voyez cette espèce d'influence, et là quand je suis à max, je ne sais pas si... Non, Igor, c'est là. Allez, Igor, on va y arriver. Regardez un petit peu au bord ici du châssis de la voiture, il y a une espèce de halo qui se fait. Il y a une petite ligne noire, je vais zoomer encore plus, comme ça vous allez plus le voir. J'appuie sur la touche commande plus pour zoomer, commande moins pour dézoomer. Mais tu peux avec ton trackpad pincer, dépincer. Ça marche comme ça aussi. Si tu as une souris, avec la molette de la souris, tu peux zoomer aussi. Comme dans Photoshop, les principes sont les mêmes. Ok, je vais zoomer. Donc, comme ça, vous allez bien voir l'influence ici. Regardez le rayon. Vous voyez l'espèce d'influence qui se passe. Il y a une espèce de ligne noire qui apparaît au bord, et puis une espèce de halo, un petit truc fantôme blanc autour. Ça, il faut pas. Il faut qu'il y ait un minimum de halo, mais quand même un petit peu d'effet. Donc en général, on fait 1 pixel 2. Vous voyez la différence? Il y a un petit halo là. Ça va pas du tout. Donc 1 pixel 2, 1 pixel 1, ça va. Le détail, pareil de nouveau que la touche Option. Je ne sais pas pourquoi il devrait le marquer ici. Appuyez sur la touche Option pour un meilleur effet. Vous voyez, je vais le mettre à fond et au minimum. Là, du coup, on va faire augmenter la texture qu'on a déjà créée ou pas. Et je vais revenir sur le dossier. C'était notre repère. Il est là. Donc là, pas de détail. Détail. Là, de nouveau, il est encore plus visible. Donc on va aller ici, par exemple. On a un peu de texture, mais ça passe. Et le dernier, masquage. Masquage, c'est une notion très importante qu'on va comprendre déjà maintenant, mais qui va être hyper importante quand on va faire du Photoshop. Le masquage, dans Photoshop, c'est... On a une image sur laquelle on va mettre un masque. C'est un espèce de petit carré blanc. Et un masque, c'est quand c'est blanc, ça se voit. Quand c'est noir, ça ne se voit pas. Masqué, pas masqué. Masqué, pas masqué. Ici, c'est pareil. J'appuie de nouveau sur la touche Option. Je vais cliquer sur Masque. Je vais dézoomer, comme ça on peut le voir dans la globalité, ça c'est pas grave. J'appuie sur Option. Regardez, tout est blanc. Ça veut dire que mon effet de netteté, il est fait sur toute l'image. Je veux augmenter mon réglage de masque.
Vous voyez, tout ce qui est noir, c'est là où l'effet ne sera pas visible. Et on peut augmenter, ça peut faire des... Le but, c'est pas de faire un effet. Hein. Le but, c'est de dire, tiens, je veux rajouter de la netteté, de l'accentuation seulement sur les bords. Par exemple, si tu as une jeune fille ou un jeune homme et tu veux pas rajouter cette netteté, ces textures sur la peau, tu veux que la peau reste neutre, sinon tu vas accentuer les pores et les défauts. Si tu mets du masquage, tu vas rajouter de la netteté que sur les bords du visage, sur les yeux, les trucs comme ça. On verra ça tout à l'heure avec une petite jeune fille. Et donc ça, c'est une notion très importante. Et là, évidemment, l'effet de netteté est quasiment nulle part. Donc ça, c'est à vous de choisir d'une image à l'autre. Mais là, je vais aller ici. Voilà, là. Pourquoi je fais ça? Regardez, masquage. Là, on a toute la texture sur l'appui-tête. On a beaucoup moins de texture. Toute la texture, beaucoup moins de texture. Mais on a quand même la netteté sur le reste de l'image. Et de nouveau ici, cette espèce de petit domino. Et il faut évidemment voir à 100%. Sans netteté, avec netteté. Donc avec netteté, sans netteté. On a accentué de manière naturelle sans que ça soit excessif. Il ne faut jamais trop pousser l'accentuation, ça dévie vite à ce niveau-ci. D'autant plus qu'à l'exportation, on va pouvoir un petit peu corriger. Ça, correction de l'objectif, on ne va pas se casser le cul. On active l'automatisation et le reste, on ne touche pas. Ça marche très bien aujourd'hui. Avant, on pouvait faire manuellement corriger les distorsions. Mais aujourd'hui, tout se fait très très facilement. Le vignettage, ça, c'est des effets, on s'en fout. Mais 9 fois sur 10, on active comme ça en manuel. Il va repérer la marque, le type d'objectif et le type de boîtier. Donc, c'est automatique. Vous cochez, vous ne cassez pas la tête avec ça. Si après, vous voulez quand même forcer pour un petit peu modifier ou pas, vous pouvez, si jamais vous sentez qu'il y a un effet. Pareil pour le vignettage, mais 9 fois sur 10, on l'active. Ça marche très très bien comme ça. Transformation, il n'y a pas besoin, sauf si vous voulez par exemple modifier le côté verticalité, si vous faites des photos d'architecture, des trucs comme ça, mais 9 fois sur 10, vous n'allez quasiment pas jouer à ça, parce que ça va déformer votre image, mais s'il n'y a pas le besoin, ne touchez pas à ça. Effet. Puis petit à petit, c'est bien, on arrive à la... Alors, effet ici, c'est pour ajouter par exemple du vignettage, pour faire des effets un petit peu kitsch à l'époque, ou pour donner un cadre à son image, pour assombrir. En général, c'est pas toujours joli. Si on fait un truc un peu subtil, on peut rajouter l'effet. Vous voyez le milieu, pour que ça soit plus centralisé, un peu moins centralisé. Est-ce qu'on veut que ça soit très arrondi? Oui, une époque, tu vois, on peut même faire des effets comme ça, avec des contours très progressif ou pas, mais ça se faisait beaucoup à une époque, mais c'est des effets. Donc tout ce qui est fait, alors expérimentez, hein, faites des effets, mais faites une copie de vos images sans effet. Allez boire un café, mettez-vous une claque, et vous allez dire non, avec effet, ça va pas. Expérimentez, hein, vous allez peut-être trouver, mais prenez un peu de recul et faites toujours une copie de votre image sans effet. Et surtout quand on fait de l'édition photo, ne faites jamais rien de manière permanente. Lightroom, c'est jamais destructeur. On peut à tout moment revenir à l'image d'origine, il n'y a pas de problème. Ici, je peux juste masquer l'effet, mais à tout moment donné dans Lightroom, n'oubliez pas qu'on a ici les paramètres prédéfinis, mais on a aussi un historique. Et là, du coup, je peux revenir par exemple mon image à l'importation. Et je peux, vous voyez, petit à petit, aussi on a la vignette, on peut voir tout ce que j'ai fait petit à petit sur mon image, de bien et de mal. Et revenir jusqu'à ma dernière, voilà, activer les effets. Mais on a un petit truc aussi au-dessus qui est pas mal. Moi, j'utilise, je vous avoue peu, mais quand on fait des étapes et on veut savoir, tiens, là ça me plaît, mais je veux encore travailler sur son image, on peut créer un instantané. Là, par exemple, je vais créer un instantané. Je vais l'appeler test 1. Je vais faire OK. Et donc, du coup, il va garder en mémoire l'état de ces photos à ce moment donné clé ici. Donc, ça, c'est intéressant à faire à ce niveau-ci. Et dernière petite chose, ici, donc les effets, on ne touche pas, pas trop, c'est l'étalonnage. Moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis pas très longtemps. Avant, je me dis non, je ne touche pas à ça. Mais en fait, il y a un truc très, très chouette.
L'étalonnage, contrairement à modifier les couleurs localisées, on va modifier par exemple la saturation de toute la couche rouge, toute la couche verte et toute la couche bleue. Regardez ce qui se passe tout simplement quand je vais augmenter la saturation de la couche bleue. Ça va totalement changer la dynamique de l'image à ce niveau-ci, et pas seulement de la couleur. Tout à l'heure, je vais vous montrer avec la roue chromatique, si ça vous intéresse, la différence un petit peu entre les deux. Mais ça, du coup, par exemple, si vous faites des portraits et qu'il y a des personnes qui ont des visages un petit peu rouges, un petit peu marqués, vous diminuez un petit peu la saturation du rouge et ça va diminuer un petit peu ce marquage-là. Donc, ça peut aider. Après, il y a d'autres méthodes, hein, mais ici, par exemple, moi, très souvent dans mes photos, j'augmente la saturation, tout simplement, la saturation du bleu primaire, et ça donne quelque chose d'un peu plus pétillant dans mon image à ce niveau aussi. Ça, c'est les réglages globalisés. Avant la pause, parce qu'on va quand même faire une pause, on a ici, par exemple, si on veut recadrer son image, mais c'est basique, hein, c'est recadrage, par exemple, sur différents aspects. On peut dire, tiens, prendre l'outil recadrer comme ça. On peut lui demander de prendre des proportions définies en rapport au carré, si on veut, en format plutôt cinéma ou télé. Et par exemple, je peux très bien garder ces proportions-ci, ne prendre que la voiture. Et donc là, on a un format 16/9 comme pour les télés ou cinéma plus ou moins. Donc on peut avoir pas mal de choses. Et on peut revenir à l'original, on peut faire pas mal de choses. Donc ça, c'est du classique, hein. Ça, vous suivez un petit peu le bon sens, mais il y a un truc qui est pas mal. C'est pas B, c'est affichage, gris. J'oublie incrustation, épreuve d'écran, loupe. J'oublie toujours cet outil. Il y a un raccourci clavier parce que ça permet d'afficher quelque chose qui est intéressant là-dedans. Mais j'oublie toujours où c'est. Voilà. C'est ici gris. On peut afficher du coup une grille comme ça pour s'aider à recadrer. On peut afficher des règles de composition différentes. Normalement, avec Alessia, vous allez voir un peu ça, mais il y en a un qui est intéressant, c'est la règle d'or. Donc ici, c'est un rapport de proportion, par exemple, qui est plus intéressant quand on veut placer donc ça, c'est ce qu'on appelle des lignes de force. C'est les points de force à ce niveau-ci. Dans la règle des tiers, si on prend un truc très classique qui peut être affiché sur votre écran, ici, par exemple, on a des lignes de force et des points de force. Donc, quand on va, par exemple, mettre un portrait, on va essayer de mettre un œil dans un point de force là ou là, par exemple. Quand on va faire un paysage, si jamais il y a un arbre, on va mettre le tronc d'arbre ici, avec un élément centralisé. Ça, c'est des règles universelles un petit peu de composition qui peuvent aider, mais du coup, on a aussi... Elles ne sont pas obligées d'être suivies. Non, c'est trop fixe. Hein. C'est bien d'en tenir compte parce qu'il y a parfois certaines images pour lesquelles ça convient bien, certaines images pour lesquelles ça ne convient pas du tout. Donc tu vois, il y a différentes approches. Les règles en triangle pour la composition un peu dynamique, quand on a des trucs en perspective, par exemple. Et on a ici, donc, règle d'or, rectangle d'or, c'est un rapport de proportion qui est de longueur et largeur, c'est un rapport de proportion de 1/618. Donc c'est un truc universel, Da Vinci, la courbe de Fibonacci, tout ce que vous voulez. On va pas faire je pourrais faire un cours entier là-dessus parce que moi j'aime bien le nombre d'or. Et on a ça aussi qui paraît un peu bizarre. Mais c'est lié à ce rapport de proportion qui est universel un peu dans l'univers. Le rapport de proportion entre la largeur de la main et la longueur de la main, il est de 1/618. Le rapport de proportion en une coquille d'escargot, entre cette portion-ci et cette portion-là, par exemple, ça va être graduel. Chaque exponentielle va être fois 1/618. Donc, c'est un rapport de proportion qui est assez universel à ce niveau-ci. Mais on va rester simple. Règle des tiers pour commencer, on verra plus tard après. Donc ça, c'est pour vraiment l'approche de réglage de base à ce niveau-ci. Tout à l'heure, après la pause, on va voir comment utiliser ces réglages-là avec d'autres images. Ça va ? J'arrête la vidéo là.